Aujourd'hui, on reçoit une indépendantiste qui veut convaincre l'Outaouais de voter oui. Nous, on habite en Outaouais, tu sais, puis comment ça se fait que personne ne parle français ici? On s'est demandé comment ça se fait que l'Islande est un pays puis pas le Québec. L'Islande, là, c'est un pays de 400 000 habitants. Ils ont moins d'habitants en Islande qu'en Outaouais. C'est pour te dire. Ah oui, puis on a parlé du référendum qui s'en vient. J'en ai comme une centaine en banque, T'as une centaine de vidéos prêtes en banque. tout le temps. Alors bonjour tout le monde, on est avec une invitée très spéciale. On est avec Mexia Maltais, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Aussi connue comme la Souverainista, tu crées du contenu sur les médias sociaux, tu parles d'indépendance, donc c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est vraiment... c'est spécial pour moi parce que quand j'ai commencé, avant de commencer à créer le contenu, j'écoutais le podcast Génération Oui. Puis ça m'a inspiré beaucoup. Ah ouais, OK. Ah ben Oui. ça, c'est un beau commentaire. C'est très flatteur parce que tu m'inspires puis tu nous inspires beaucoup aussi. Fait que c'est le fun de voir qu'on peut s'inspirer à travers tout ça. Toi, justement, comment t'es devenu indépendantiste? Moi, je te dirais que l'indépendance du Québec, ça a toujours été en trame de fond dans ma vie, mais aussi le fait est que je suis née en 92. Fait que j'avais 3 ans après, au référendum de 95. Puis j'ai l'impression, tu sais, les années 80, la fin des années 90, 2000, le sujet a été balayé, tu sais, d'une manière où on n'en parlait plus. Mais moi, ma mère était une fervente souverainiste qui vient de Chicoutimi, puis qui a fait son université à Ottawa. Puis quand il y a eu les référendums, elle se retournait à Chicoutimi, elle est allée militer pour le Parti québécois. Puis autant, on n'en parlait pas beaucoup de l'indépendance, mais elle m'a beaucoup insufflé la fierté d'être québécoise, d'être francophone. Ma mère est professeure à l'université elle est en retraite maintenant, mais elle était professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis elle a eu une grande carrière. Tu sais, elle a reçu un prix de l'ACFAS, qui est l'association francophone pour le savoir. Puis quand elle a fait son discours, je me souviens, puis il y a des phrases qui t'entends, que t'enregistres, qui font un sens plus tard. Elle avait dit « Faire rayonner la culture québécoise, c'est pas seulement dans la musique, le théâtre, c'est aussi dans la science. De faire briller le Québec de toutes les manières. » Puis maintenant, je comprends vraiment qu'est-ce qu'elle voulait dire parce que j'ai commencé aussi à m'intéresser plus à l'avenir, surtout depuis que j'ai eu des enfants, j'ai une petite fille de 6 ans puis un petit garçon de 2 ans, je vois la vie à travers leurs yeux. Des fois, j'y pense puis je me dis « Oh mon Dieu, si mes petits-enfants parlaient pas la même langue que moi, ça serait étrange, non? » Tu sais, ce qu'on transmet aujourd'hui, j'ai redécouvert l'importance de ça avec ma fille, puis que ma mère m'avait transmis au départ, qui faisait que pour moi, c'était abstrait plus. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont souverainistes. Étienne Drapeau, il t'a parlé, il est littéralement né au Parti québécois. C'est vrai, ouais, c'est deux parents qui se sont rencontrés dans un congrès du PQ. Exact. Tu sais, lui, ça faisait partie de son histoire intégrante. Pour moi, c'était quelque chose qui a pris du temps à germer. Mais moi, je me suis dit, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont pas intéressés à la question, puis qui sont juste pas informés, puis qu'on est capable de l'amener d'une manière différente, qui vont se poser des questions. Puis plus que tu t'intéresses au sujet, plus tu deviens convaincu. Tu sais, c'est démontré que plus tu t'intéresses à la politique, plus tu vas être souverainiste. Mhm. Donc, moi, ça a parti de ça. C'était vraiment le fait que ma fille me posait des questions, beaucoup de voir la vie à travers ses yeux. Quel genre Comment de questions qu'elle te posait? nous, on habite en Outaouais, tu sais, puis comment ça se fait que personne ne parle français ici? Même moi, j'avais pris l'habitude. On est dans les endroits publics, on se fait servir en anglais, puis je n'étais même pas rendu compte. Puis quand c'est venu d'elle, j'ai dit « Ah, c'est vrai. » Puis c'est là que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, le fait d'avoir ma fille qui me demande ça. Ah, c'est Vraiment. intéressant ça, franchement. OK, ouais, je comprends tout à fait le sentiment parce que là, tu t'es mis à te poser toi-même la question. Il fallait que tu lui donnes une réponse. Puis quel genre de réponse tu lui donnes à ce moment-là?
J'ai dit, tu sais, on est au Québec, on parle français, mais il y a beaucoup, dans la région, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Ontario, qui ont déménagé ici, puis qui, eux, sont des anglophones. C'est sûr, c'est pas facile à expliquer, tu sais, pourquoi ils n'apprennent pas le français, même si nous, on habite en français. Mais je- Surtout quand nous, on est capable de parler en anglais puis de répondre puis de se faire servir en anglais, ouais, on pourrait s'attendre à ce que quand on est client, au moins, on a on se fait servir dans trop, notre langue. on a une facilité. Il y a beaucoup de gens qui sont des francophones qui sont bilingues plus que des anglophones Ouais. qui apprennent le français. Donc, tu sais, s'ils n'ont pas besoin de l'apprendre, ils ne voient pas l'utilité beaucoup souvent. Fait que j'ai pas vraiment de réponse pour elle au final. Ben non. Ouais, non, je comprends tout à fait. Mais c'est très intéressant, justement, ce que tu apportes. Je pense que c'est la première fois que je l'entends de cette façon-là. Là. Je la pose à pratiquement tous nos invités, là, sauf nos invités fédéralistes, évidemment. Mhm. Mais ouais, c'est une très belle réponse. Fait que c'est ça, toi, ça a germé à travers les yeux de ta fille. Oui, puis beaucoup aussi. Ah, un élément qui m'a rendu, qui m'a amené à m'intéresser à la question, c'était le 30e anniversaire du référendum de 95. Moi, en octobre, j'ai vu qu'il y avait des documentaires qui passaient à la télé là-dessus. OK, fait que c'est récent. C'est vraiment très récent là, que je me suis vraiment plongée dans le sujet. Puis, mais j'ai cette curiosité-là. Tu sais, dans mon parcours, je peux t'en parler, là, j'ai étudié en affaires publiques et relations internationales. J'ai fait une maîtrise en droit international et transnational. Puis, j'ai toujours eu cette ouverture sur le monde, l'intérêt pour la culture. Quand j'ai fait ma maîtrise, je me suis beaucoup intéressée au droit culturel. Puis, bon, je reviens au 30e anniversaire du référendum. J'enregistre tous les documentaires qui passent à la télé. Puis je l'écoute. Puis je me dis, même quand je le regarde, puis à la fin, ils montrent des images de quand c'est la soirée référendaire, puis le oui au début. Puis en l'écoutant, j'ai comme eu espoir que le oui gagnait encore à la fin, comme si je l'avais, c'était en train de se passer. Fait que après ça, là, je commence à lire, à écouter le podcast Génération Oui. Je commence à chercher plein d'informations là-dessus. Puis, tu sais, pourquoi les gens ont voulu autant que ça en 95, à être curieuse, puis à parler aux gens autour de moi aussi. Tu sais, j'ai des collègues au bureau qui l'ont vécu en 95. Moi, je trouve ça m'a permis d'amener la question. Des fois, je me suis rendu compte qu'on n'ose pas parler de politique. Là, je me permets de poser la question à mes collègues qui l'ont vécu en 95. Toi, tu sais, juste de même, c'était comment en 95 quand tu l'as vécu, le référendum? Est-ce que t'as-tu milité? Est-ce que t'étais-tu ou t'étais vraiment contre? Puis là, je me rends compte, plusieurs personnes me disent j'étais tellement triste quand le non l'a emporté, puis j'y croyais, là, puis là, je revois l'espoir renaître en eux. Puis aussi, après, je me permets de questionner mes collègues plus jeunes. Vous en pensez quoi, tout ça? C'est ça qui m'a amené à faire les vidéos, en fait. Moi, j'ai 2 collègues Gen Z, on va dire, Ouais. moi, j'avais pas TikTok. Tu sais, j'étais pas tant réseaux sociaux. C'est ce qui est ironique, là, parce que c'est ça que je fais maintenant en plus. Mais une de mes jeunes collègues, elle me dit, parce que moi, j'en parlais souvent. Elle dit, tu sais, Mexia, moi, des fois, je tombe sur une vidéo, 30 secondes, 1 minute, puis je trouve que j'ai appris quelque chose. Elle dit, tu devrais faire la même chose. Mhm. Puis moi, je me pose pas beaucoup de questions dans la vie. Je fonce, là. T'as Elle m'a foncé, dit tu l'as ça. fait. Puis la fin de semaine après, je dis, OK, je m'assois à la table dans la cuisine. Quel sujet je peux aborder? Puis le fait d'avoir fait une maîtrise en droit international, puis là, c'est bien parce qu'on a le livre bleu maintenant, mais à ce moment-là, je me disais, mais moi, il y a plusieurs choses que je connais. La succession d'États, comment ça peut fonctionner, la transition. Puis je dis, on n'a pas beaucoup eu d'informations là-dessus, je peux en parler.
Fait que j'ai commencé comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est ça, tu n'as pas connu, tu le disais tantôt, tu n'as pas connu ces débats-là. Tu avais 3 ans, tu disais, au référendum de Ouais. 95, donc j'imagine que tu n'as pas de souvenirs, puis je présume qu'ils t'ont pas laissé voter même si tu essayais. Fait que ouais, tu n'as pas connu ça, moi non plus. Tu sais, on est un peu dans la même situation. Moi, je suis né un peu plus tard, en 99, mais on n'a pas connu ces débats-là. Fait qu'on est déconnecté un peu, on l'a pas vécu, on l'a pas ressenti, on n'a pas entendu les argumentaires. Fait que quand nous, on est devenus plus des jeunes adultes puis des adultes, ça paraît bête à redire, mais on ne l'a pas connu. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre situation qui n'ont pas d'opinion parce qu'ils n'ont jamais vraiment été exposés aux arguments pour, aux arguments contre. Puis là, quand on apprend que, OK, il y avait vraiment un fort mouvement indépendantiste dans les années 80, après ça en 95 avec le référendum, le deuxième, tu te demandes, OK, mais pourquoi tous ces gens-là s'impliquaient puis qui étaient passionnés? Tu sais, on voit les images jusqu'en dit oui, comment que les gens sont passionnés puis qu'ils veulent ce rêve-là, puis qu'à quel point, tu sais, moi, la soirée référendaire, là, je dois l'avoir écouté peut-être des documentaires là-dessus au moins 30 fois, là, puis je vais pas exagérer, là, c'est probablement plus que ça. Puis à chaque fois, moi aussi, j'ai l'espoir que ça passe parce qu'effectivement, le oui est en avance. Tu vois, le 60% quand ça commence. Puis là, tranquillement, ça diminue, mais ça se maintient. Puis là, quand finalement, ça échoue tout le temps, quelques larmes de voir ça, de voir la peine des gens, de sentir cette émotion-là. Mais en même temps, on n'est pas traumatisé parce qu'on ne l'a pas réellement vécu. Fait qu'on a espoir, comme tu le disais. Toi, tu comprends pas pourquoi peut-être les gens autour de nous sont pas autant mobilisés qu'avant. Exact. C'est un argument souvent qui revient, tu sais, les gens qui l'ont vécu, qui ont vécu une grosse déception, un peu la manière caquiste de dire aussi, là, perdre un troisième référendum serait terrible, puis on fermer le débat en disant les Québécois n'en veulent pas, pour moi, ça fait pas de sens parce que personne de 50 ans s'est prononcé sur le sujet. Si une idée ne meurt pas, tu sais, je veux dire, 30 de la population et plus, là, entre 30 et 40 qui sont ouverts à l'idée, c'est pas quelque chose qu'on peut juste balayer puis dire on n'en veut pas. Surtout quand on considère qu'il y a énormément de gens qui se sont juste pas posé la question. Il y a une manière qu'on a de dire aussi que c'est impossible, puis que c'est un rêve, puis moi, ça m'arrive souvent, là, justement, c'est les réseaux sociaux. Je vis dans un monde de licorne quand je parle de l'indépendance, Ah, on va y mais revenir, ouais. ça, l'indépendance, c'est une option politique que les Québécois ont, qui est normale. Je vois pas pourquoi ça serait complètement farfelu. Euh, Ayons une conversation honnête autour du sujet, avec toutes les cartes sur la table, sans balayer l'idée en disant qu'on ce serait trop terrible de le perdre parce qu'il y a des gens qui sont déçus de ce qui s'est passé dans le passé. On doit se tourner vers l'avenir. Mhm. C'est ça, il y a une grande blessure des gens qui l'ont vécu, puis je le comprends, tu sais, ça devait être crève-cœur, justement, en plus de le voir se réaliser devant leurs yeux. C'est pas, ils gagnaient pas pendant 2 minutes, là, c'est pendant un long moment qu'ils gagnaient, puis là, après ça, de le voir le perdre un cheveu, tu sais, puis en plus qu'on s'est fait avoir, tu sais, il faut le dire, il y a eu de la fraude du côté fédéral, fait que non, je comprends cette blessure-là, mais en même temps, c'est ça, il y a toutes des nouvelles générations, puis il y en a de plus en plus, tu sais, ça va aller juste en augmentant, de gens qui n'ont pas pu s'exprimer puis prendre part à ce débat-là, fait que c'est pas vrai que c'est un... Tu sais, l'argument qu'on a voté non 2 fois, là, c'est ça que tu faisais référence, c'est effectivement pas le cas. Tu sais, moi, j'ai pas voté non 2 fois, j'ai même pas pu voter 2 fois. J'étais pas né quand ça s'est passé. Puis je suis pas une exception, comme tu le disais, c'est les 49 ans et moins là, qui ont pas voté. C'est beaucoup de monde, là, 49 ans et moins. Là. Fait que non, ce débat-là n'est pas fermé. Puis on est la preuve aussi, tu sais, on est 2 jeunes qui ne tiennent pas là aux 2 derniers Oui. référendums. Puis tu donnes beaucoup d'heures à la cause, j'en donne aussi beaucoup. Fait que c'est la preuve, je pense, que ce débat-là, il est d'actualité. Puis sinon, il y a plein de projets des fois. Hein, là, on a reçu Farnel Morissette au podcast que lui veut refaire les négociations constitutionnelles. Ben ça aussi, ça a échoué. Tu sais, puis ils le disent pas de l'autre côté. Là, les Québécois ont voté non pour signer la Constitution canadienne. Là, fait qu'en tout cas, c'est un autre sujet. Mais oui. Fait que toi, tu te lances dans la création de contenu. Tu disais que tu en parles à tes collègues. Puis là, tu as une collègue qui te dit ben, tu devrais faire des vidéos.
Oui. Puis là, tu te lances. Elle m'a lancé l'idée de même, tu sais, puis j'étais là, oh, ben, j'en parlais à mon conjoint, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a un moment où tu te dis, OK, je vais m'afficher sur les réseaux sociaux, je vais dire publiquement que je suis souverainiste. Ça a l'air niaiseux, mais j'ai l'impression qu'il y avait un tabou autour de ça, tu sais. Je parlais aux gens autour de moi, puis vu qu'on n'en parlait pas, puis le fait aussi que je savais que les réseaux sociaux, souvent, ce qui fonctionne, c'est les sujets qui vont provoquer, Qui va être polarisants. clivant, oui. Oui. Je savais que en parlant de l'indépendance, déjà à la base, j'avais un sujet clivant, comme tu dis, puis je pouvais l'amener d'une manière différente. Je peux le faire avec douceur, puis avec humour, puis d'en parler légèrement. Le sujet fonctionne pareil parce que ça provoque les gens, même si tu le ramènes pas d'une manière qui est choquante. Fait que moi, quand j'ai commencé à le faire, je m'étais dit, bon, si c'est 50 personnes, 100 personnes, ben ça sera ça. Finalement, j'étais surprise, hein, à la vitesse que ça peut aller, les réseaux sociaux. Quand ça part, ça part. Fait que dans les premières vidéos, j'avais 131 000 vues sur Facebook. Puis OK, ça a parti d'un coup. T'as-tu commencé en premier sur Facebook ou sur TikTok? Il me semble que c'était plus TikTok. Oui, c'était sur TikTok au début. Puis ça fonctionnait beaucoup, je pense, sur TikTok aussi. Oui, aussi, mais ça ralentit. Parce que l'affaire, tu sais, TikTok, là, c'est des vidéos de 15 secondes, 30, tu sais, un contenu de 1 minute qui est un sujet politique, ça va fonctionner, mais je pense pas de la même manière. Sur Facebook, ça a été exponentiel. C'est ça. Puis tes vidéos, c'est beaucoup, tu vulgarises un concept, pourquoi tu défais des mythes, etc. Fait que peut-être que TikTok, c'est effectivement plus quand c'est encore plus clivant, puis plus provoquant, puis que ça vient chercher encore plus les émotions. Oui, ça c'est sûr. Puis il y avait quelque chose qui m'interpellait beaucoup, c'est, tu sais, quand on peut regarder sur les plateformes des réseaux sociaux qui sont tes téléspectateurs et ton auditoire. Et moi, je me rends compte, sur toutes les plateformes, peu importe le groupe d'âge, c'est 80% des hommes, 20% des femmes. OK. Fait que là, je me pose la question, parce que moi, je le sais aussi, parce que j'ai des conversations avec mes amis, les filles milléniales de mon âge, là, on est des jeunes mères de famille, on ne parle pas de politique. Comment je fais pour les intéresser? Fait que quand j'ai fait le Instagram, j'ai dit, je le fais tout rose, puis je vais faire aussi quelque chose pour essayer de contourner l'algorithme. Fait que là, tu sais, il y a des vidéos, ça a l'air niaiseux, mais je dis, OK, je pense, je vais faire, je vais te parler de mon meal prep de la semaine. Mais non, tu sais, si c'est pas toi qui a le livre de cuisine, si c'est pas toi qui a écrit la recette, ben ça goûtera pas nécessairement comme tu voudrais. Fait que essayer de faire quelque chose de différent pour parler de l'indépendance. Comment tes proches y ont réagi quand tu as commencé à créer du contenu? Moi, ma mère était assez fière. Ah ouais, ça doit, hein? Je pense qu'elle a dû partager mes vidéos 3, 4 fois tous les jours. Envoyer ça à toute la famille. Oh, oui. Puis elle était contente. Puis il y a des gens qui ont écrit « Oh, ta fille fait ça! » Puis là, c'est le fun. Puis il y a beaucoup de gens qui, justement, avec qui j'avais pas parlé de politique, qui m'ont dit « Oh, c'est donc bien bon, qu'est-ce que tu fais? C'est intéressant. » Puis tu l'amènes d'une manière différente. Parce que moi, c'était ça qui... À partir du moment où je me suis intéressée au sujet de l'indépendance, ça m'a amené à regarder les nouvelles. Moi, j'écoutais RDI beaucoup. D'avoir une manière beaucoup plus critique de l'écouter. Puis de me dire, on en parle toujours de la même manière. Ça serait la pire chose qui pourrait nous arriver. Aux nouvelles, ça. Oui, ça, là, RDI vont nous servir cette manière d'être comme souvent, ça serait terrible. Puis c'est sûr qu'ils font la promotion de l'unité nationale. Oui, c'est dans leur mandat. Mais oui. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, OK, mais si quelqu'un nous expliquait les vrais...
si on pouvait en parler d'une autre manière, positive aussi. Expliquer la transition au lieu de juste s'arrêter à dire ça serait la catastrophe. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé cette manière-là d'en parler. Puis je pense que les gens l'apprécient, tu sais, beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Ah, moi, j'ai toujours été souverainiste, mais souvent, c'est sûr, c'est un débat qui est émotif. Fait que des fois, les gens, quand tu deviens émotif, t'as pas toujours les arguments, puis ils me disent « Ah, mais ça m'a aidé à avoir des bons arguments quand j'en parle. Ah, c'est le fun, ça. Ça veut dire que tu fais vraiment très bien ton travail. Ben, parce que ça met, c'est ça, des mots sur ce qu'on ressent. Il y en a pour qui ils vont réfléchir à l'indépendance, qui vont pas être trop sûrs, qui vont vouloir voir les deux côtés de la médaille. Puis ça, je le respecte parce que j'étais un peu de même. Tu sais, moi, à 12 ans, quand je suis vraiment devenu indépendantiste très tôt, là, j'ai voulu vraiment m'informer puis voir pourquoi que les gens voulaient faire du Québec un pays puis pourquoi d'autres non. Puis j'ai écouté les deux versions puis c'est comme ça que j'ai pu me positionner. Mais je sais aussi qu'il y en a que c'est plus par l'émotion, juste de dire tout simplement. Puis je pense que ça devrait être ça. On est Québécois. On n'est pas Canadien. On est un peuple différent. On n'est pas mieux, on n'est pas moins pire, mais on mérite d'avoir notre pays comme les Norvégiens, comme les Finlandais, comme les Japonais, comme tout le monde au final, tu sais. Fait que c'est de le ressentir qu'on est Québécois, puis de vouloir en faire notre pays, puis après ça, on va être capable autant que les autres, mais il y a aussi des gens pour qui ils ont besoin d'être rassurés, ou c'est ça, qui ont besoin de voir les deux côtés de la médaille. Fait que toi, ça remplit un peu les deux missions. J'imagine ton public, c'est beaucoup des indécis, des fédéralistes, puis des indépendantistes. Qu'est-ce que tu dirais que c'est principalement ton public? Ça, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà convaincus. D'après moi, tu sais, l'algorithme est pas fou non plus. Il va le présenter aux gens qui consomment ce contenu-là. Mais oui, beaucoup de fédéralistes aussi. Je sais, les commentaires désagréables, j'en reçois aussi. Mais beaucoup d'indécis, je pense. Il y a les trois. Vraiment, je reçois des messages, là. Ah, merci de l'expliquer. Puis ça, juste, je me disais aussi, puis j'ai l'impression que ça fonctionne, que l'information, quelqu'un qui, tu sais, monsieur, madame, tout le monde ne va pas nécessairement aller la chercher sur la page du Parti québécois ou aller ouvrir le livre bleu, tu sais, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de le faire. Là, c'est juste une fille, moi, qui explique un aspect, tu sais, en 1 minute. Fait que, comme ma jeune collègue m'a dit, tu sais, j'ai appris quelque chose, puis peut-être que là, ça va t'amener une curiosité pour d'autres enjeux, puis c'est ça, d'avoir quelqu'un qui en parle positivement, ça peut t'amener à réfléchir. C'est comme un peu, moi je compare souvent ça à faire du porte-à-porte. Parce que tu arrives directement dans l'écran des gens, tu sais, ils défilent dans leur TikTok ou Instagram ou peu importe la plateforme, puis là tu arrives, puis là ils vont choisir de t'écouter ou non. Puis s'ils t'écoutent, ben c'est un dialogue que tu as avec eux, puis ils vont pouvoir te répondre, interagir avec toi, fait que c'est vraiment du porte-à-porte Oui, bien ça, numérique. c'est bon, c'est vrai, tu me dis ça. Puis moi, quand je voulais en parler, je me dis, j'en ferais du porte-à-porte, mais je suis en Outaouais. Je vais aller cogner à la porte des Canadiens, des Ontariens pour leur dire que je veux un pays, je sais pas. Ah, je comprends. Quelle sera la réaction? Hmm. En étant sur les réseaux sociaux, en plus, tu sais, je cognerais pas à 131 000 portes en 1 minute. Ça, c'est juste L'impact est l'impact. phénoménal. Oui. Ah ouais. Moi, je suis quelqu'un de timide, même si je fais un podcast puis je fais du contenu. Fait que je me voyais pas faire du porte-à-porte. J'en ai jamais fait. Je me suis impliqué beaucoup en politique, mais essentiellement sur les réseaux sociaux parce que j'étais trop timide pour faire du porte-à-porte. J'avais l'impression de déranger les gens, mais ça, c'est les gens, ils choisissent de nous écouter ou pas. Fait qu'après ça, c'est ça. Si les gens veulent faire des commentaires négatifs, tu y faisais référence. Comment tu vis ça, les commentaires désagréables? Surprenamment, je le vis très bien. Honnêtement, moi, je suis profondément heureuse dans ma vie. Tu sais, j'ai ma famille. Moi, j'aime la vie. J'ai confiance en qui je suis. Fait que, tu sais, que quelqu'un que je connais pas me traite tu sais, une petite insulte de même en passant. C'est triste pour eux. Au final, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui
c'est probablement de la solitude ou, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui... Il faut pas que tu sois très, très bien toi-même pour prendre le temps de t'arrêter. Puis, puis je trouve que ça démontre beaucoup un gros manque d'arguments. Ouais. Est-ce que tu reçois, parce qu'il y a 2 types de commentaires désagréables, là. Il y a les insultes carrément, puis il y a les, commentaires un peu en boucle, là, moi je reçois beaucoup, souvent en vague, là, 30 veulent, 70 sont contre, 70 sont contre. Puis là, tu as une vingtaine de personnes qui disent juste ça quasiment mot pour mot. Puis là, je me dis: «OK, là, c'est beau, là, c'est pas un argument en soi qu'il y a un sondage aussi qu'il y a 60 des gens qui en veulent pas, ça change puis ça monte les sondages. Fait que si on commence à faire de la politique comme ça, les autres partis, les gens non plus n'en veulent pas du Parti libéral puis de la CAQ puis et cetera. Fait que en tout cas, fait que ça, je trouve que c'est un mauvais argument. Fait que toi, tu reçois-tu des insultes aussi? Oui, Oui. moi j'en reçois. J'en ai parlé récemment dans une vidéo. Tu sais, moi, je trouve que d'un côté, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a des préjugés qui disent que les gens qui sont souverainistes, nationalistes, sont racistes, sont xénophobes. Puis, d'un autre côté, moi, quand moi, Mexia Maltais, qui est d'origine chinoise, j'ai été adoptée en Chine, je dis que je suis souverainiste, ben là, je suis pas québécoise. Là, il y a un bug dans leur cerveau. Là. Retourne dans ton pays si t'es pas contente. Ça, je l'ai reçu. Ah oui, hein? Oh oui. Fait que, au final, là, j'étais là, bon, ben, peut-être que les préjugés ont pas de camp. Il y en a chez les souverainistes, il y en a chez les fédéralistes, il y en a à gauche, il y en a à droite. C'est pas réservé à un camp être impoli puis insulter les gens. Makakoto, il a vécu la même chose. Il a été député pour le Parti québécois puis pour le Bloc québécois, notamment pour le PQ dans Bourget à l'époque, la circonscription aujourd'hui Camille Lorrain de PSPP. Puis il racontait que le soir de sa première élection, c'est des fédéralistes qui lui ont dit « Retourne dans ton pays ». C'est épouvantable. Puis souvent, c'est ça, on entend beaucoup « Ah, les souverainistes, les indépendantistes sont xénophobes, racistes, blablabla ». Nous, quand on voit ce genre de commentaires-là de fédéralistes, ça ne nous vient pas à l'esprit de dire les fédéralistes sont fermés d'esprit, les fédéralistes sont xénophobes, puis ça existe. Tu sais, toi aussi, tu le vis encore aujourd'hui. C'est terrible. Oh oui, ça m'avait surpris au début, justement, ouais, parce que moi, je l'ai pas vécu dans ma vie. Honnêtement, là, du racisme, j'en ai pas vécu. J'ai pas d'événements marquants dans ma vie. Tu sais, moi, je trouve les Québécois profondément accueillants. Il y a des gens qui ont une espèce de curiosité maladroite, des fois, qui ont posé des questions, mais ça vient jamais d'une mauvaise place. Fait que, oui, il y a des montées de la tension, il y a des tensions qui montent, tu sais, puis c'est plus récent, mais puis il faut être vigilant à ça, justement, puis tu sais, je pense que pour ça, le Canada nous aide pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a rendu encore plus convaincue qu'on devrait être un pays. La politique là, de multiculturalisme canadienne qui fait que les communautés doivent vivre ensemble dans leur culture sans s'intéresser, sans vouloir s'intégrer. Qu'il n'y ait pas de culture commune. Exact. Moi, l'État post-national là, de Justin Trudeau, c'est quoi un pays qui n'a pas d'histoire commune, qui n'a pas de langue commune, qui n'a pas de... qui a pas de vivre ensemble? Vous, là, les Asiatiques, vous êtes à Brossard, vous sortez pas de là. Tout le monde vit en petite communauté. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas dans ce Québec-là que j'ai grandi. J'étais à Chicoutimi. Et on n'était pas beaucoup d'Asiatiques à Chicoutimi. Bon, on était peut-être 5 petites filles adoptées. Mais... Puis jamais personne m'a fait sentir que j'étais pas québécoise. Là. J'étais élevée, je suis une Maltais. J'étais élevée comme toutes les autres. Fait que je vois là qu'on a du travail à faire d'expliquer comment que ça peut... Comment qu'on veut intégrer les gens qui arrivent ici pour avoir un meilleur vivre ensemble. Vraiment. Ben oui, c'est ça.
absolument. Puis la haine, elle n'appartient pas à un seul camp. Il y a des idiots des deux côtés. C'est malheureux. Il faut les dénoncer. Il faut faire de l'éducation. Mais de dire qu'un seul camp est fermé d'esprit, puis haineux, puis etc., ça aide pas au vivre ensemble, ça. Puis quand les gens font ça, c'est ça, ça aidera pas. Ça, c'est de coller des étiquettes sur les gens. Ouais. C'est dire comme... On doit être capable aussi de parler des politiques, que ce soit les politiques d'immigration ou de la laïcité. On prend des décisions sur comment on veut vivre. Puis ça vise pas des individus. Parler d'une politique, puis c'est pas... Il y a des gens qui continuent de tellement sur la défensive à propos de ce sujet-là qu'on peut pas avoir une conversation. Ça mène à rien. C'est comme aucun débat possible quand on réagit comme ça fortement. Mm. Mais en tout cas, tant mieux que ça t'affecte pas les commentaires négatifs parce que ça peut être désagréable. Moi non plus. Moi, ça me fait. Ben, tu sais, les commentaires que toi tu reçois, ça, c'est une autre chose. Là. Mais moi, quand on m'insulte, c'est pas en lien avec ça, évidemment. Ouais. Fait que moi, ça me fait rire. Des fois, je trouve que les gens peuvent être. Faire preuve d'originalité des fois. Très Ok. originaux. Mais l'autre chose aussi sur les commentaires qui sont négatifs, c'est que quand j'en reçois un négatif, il y a toujours au moins 10 ou 15 personnes qui vont répondre à cette personne. Tu sais, j'ai des Ah, c'est gens bien. qui viennent à ma défense. C'est ça, c'est ça. Puis des fois, on va voir un commentaire ou mettons même des fois, il peut y en avoir plus, 15, 20 commentaires négatifs, des insultes, quoi que ce soit, mais on va voir que ta vidéo, elle a 1500 likes ou 500 likes, tu sais, c'est quand même une minorité. Fait que ces gens-là, tu sais, oui, ils font du bruit, oui, ils sont désagréables, mais au final, en plus, tu as des gens qui leur répondent, ça, c'est très bien. Oui, puis j'ai beaucoup plus... Tu sais, je dirais globalement, il y a beaucoup, beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs. Ouais, c'est ça. Oui. Comment tu choisis le sujet de tes vidéos, toi? Moi, là, des fois, je me dis, il faudrait que je sois mieux organisée. Honnêtement, des fois, je me dis, je suis pas assez stressée là, avec mes affaires. J'y vais au feeling. Comment que je m'organise avec la page là, de la Souverainista, c'est que le lundi, j'en tourne à peu près 5 ou 6 vidéos que j'ai préparées pendant la fin de semaine, le contenu. Puis ça, c'est vraiment comme quand les idées me viennent. Des fois, j'écoute beaucoup, je lis des livres, tout ça. Là, OK, telle chose, je pourrais en parler. Fait que je vais le noter. Puis une fois que les vidéos sont tournées, là, j'en ai une banque, j'en ai peut-être une centaine d'avance. Parce qu'à un moment donné, je me dis, OK, je peux pas arriver et être obligée d'en tourner à tous les jours. J'ai pas le temps. Tu sais, j'ai des enfants, je travaille. Fait que j'étais là, OK. Fait que là, j'en ai comme une centaine en banque. T'as une centaine de vidéos prêtes en banque? Tout le temps. Je suis tout le temps d'avance. J'en tourne entre 5 puis 10 le lundi. Fait que pendant la journée, je vais décider qu'est-ce que je vais publier le soir, puis préparer la description, choisir une chanson. T'en publies combien par semaine? Au minimum, entre 4 puis 5 par semaine. OK. Il y a des semaines, puis c'est ça, il y a des journées comme ce soir, là, j'étais avec toi, j'en publierai pas, puis c'est pas grave. Tu sais, Ben oui. j'aurais pu, par exemple, le programmer d'avance, mais on dirait, tu sais, des fois, quand je manque de temps, je me mets moins de pression qu'au début, là, que je voulais être constante. Mais C'est ça, 4 ou c'est pas ta 5. job non plus. Non, non. Puis, Moi, je travaille déjà, tu sais, à temps plein. Puis c'est ça, j'ai un bébé qui va avoir 2 ans, puis une fille de 6 ans. ben oui. Fait que quand mon fils, je le couche, après ça, là, quand ma fille est tranquille, c'est pas le meilleur exemple. Je suis sur mon téléphone, puis je pitonne, je fais du montage de mon vidéo, puis je prépare mes affaires. Ben, je te lève mon chapeau parce que, puis en plus, t'as une constance et tout ça. C'est quasiment, dans le fond, c'est quasiment une deuxième job. Oui. Mon chum, il chialait au début, là. Il me semble que t'es souvent sur ton téléphone, mais en même temps, je le fais, puis tu sais, je suis passionnée par ça, là. J'ai le goût d'en parler. Tu sais, fait que j'ai tout le temps des idées. C'est rare, j'ai pas des... À un moment donné, au début, je me disais, je vais-tu avoir assez d'idées pour tout le temps en faire comme ça? Mais en m'intéressant au sujet, là, tu sais, il y a tellement d'aspects. Je lis, je suis curieuse, je veux voir telle chose. Avec l'actualité aussi, ça, je l'utilise des fois. OK, ça me donne une idée.
la clause dérogatoire. Après ça, tu sais, je- j'ai des idées qui me surprennent, là, même moi-même. Fait que oui, c'est beaucoup de temps, mais je le fais parce que j'y crois, là. Qu'est-ce qui te motive justement à continuer puis à pas lâcher comme ça? Ben, les commentaires, pour vrai. Moi, c'est drôle, là, mais les commentaires positifs, les gens qui m'ont dit, puis des gens qui me disent que ça leur a redonné espoir de voir des jeunes s'impliquer, puis en parler de cette manière-là. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui avait écrit qu'il n'allait plus voter depuis longtemps. Puis il m'a dit, je vais retourner voter parce que tu m'as donné le goût d'y recroire encore. Ah, c'est le fun, ça. C'est comme le plus beau commentaire. Ben Moi, oui. j'étais là, wow, OK, mais j'ai l'impression qu'on est dans une période où on a eu des décennies de politique décevantes. Tu sais, les gens, ils sont cyniques. Ça, c'est un commentaire qui revient beaucoup aussi, là. Moi, ça changera rien. Ça sert à rien. Parce que si tout le monde se dit ça changera rien, ça sert à rien d'en parler, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur nos mains puis on attend tu sais, on se laisse disparaître, on se laisse mourir rendu là, tu sais. Je veux dire, si t'as pas d'espoir, tu crois en rien, qu'est-ce que tu fais, là? Moi, On va être victime du système. oui. Moi, l'avenir de mes enfants, c'est trop important pour que je me dise, ben, il n'y a rien que je peux faire. Puis j'étais comme toi. Pour vrai, je suis plus réservée de nature. Tu sais, j'aurais pas été jamais recherché d'être dans le spotlight ni rien. Mais là, je me dis, c'est tellement important, j'ai le goût qu'on en parle, d'ouvrir la conversation. Je le fais. Ça m'a donné beaucoup de courage, sortir de ma zone de confort. Ouais. Ben oui. Puis c'est ça qu'on se disait juste avant de commencer. En plus d'ouvrir la caméra puis d'être comme face à face, ça demande du courage parce que tu te vois aussi en temps réel. Là, on a les caméras, mais je vois pas le résultat en temps réel. Fait que ça m'aide beaucoup. Oui, même entendre sa voix au début, là, Ah qu'on n'est oui. pas habitué. Oh mon Dieu, j'ai même une petite voix. C'est comme ça que les gens m'entendent. Puis ouais, je comprends. Ouais, non, je suis pareil. Ben, on est tous dans le même bateau hein, au final. Puis On est critique envers nous-mêmes. ouais, on Puis- est toujours la plus grande critique. C'est terrible. Bonjour tout le monde, je prends un petit moment dans l'épisode pour vous inviter à contribuer à notre campagne de sociofinancement. C'est fondamental parce qu'on veut continuer à produire davantage de contenu, que ce soit des balados, que ce soit des débats, des capsules de l'information. On veut participer à ce dialogue-là et surtout, on veut remettre l'indépendance au cœur des débats. Donc, si vous voulez nous aider dans cette mission-là, vous pouvez donner que ce soit un 5, un 10, un 15 ou même un 100 $. Tous les dons sont les bienvenus. Ils vont faire une réelle différence pour Génération Oui. Il y a des élections qui s'en viennent. Puis comme je le disais, nous, on veut participer à ce dialogue-là. Donc, si vous voulez nous aider dans notre mission, vous pouvez donner dès maintenant et ça va faire une immense différence. Et sur ce, je vous souhaite une bonne suite d'épisodes. Comment convaincre les Québécois? C'était un sujet que je me demandais parce que là, tu le fais depuis plusieurs mois. T'expliques, tu réponds aux mythes sur l'indépendance. As-tu l'impression que ton message passe? Tu disais que tu reçois beaucoup de commentaires. Est-ce que, tu sais, oui, ça t'encourage? Est-ce que, j'imagine, ça te donne espoir que ton message passe, ça? J'ai de l'espoir. La Saint-Jean m'a rempli d'espoir, on dirait. Ça, c'est quelque chose qui m'a nourri. Tu sais, des fois, c'est sûr que quand tu lis les commentaires négatifs, tu as le goût d'être découragé. Mais, tu sais, pour moi, abandonner, c'est pas une option. Fait que je vais continuer, peu importe. Mais, comme on discutait, il y a tellement d'arguments. Je pense qu'il y a autant d'arguments que des arguments qui vont convaincre les gens. Tu sais, ça va être différent pour chaque personne. Mais c'est justement d'aborder tous les aspects de l'indépendance. De l'expliquer. Puis je sais qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de gens que ça les intéresse pas, les débats constitutionnels. Puis c'est normal, là. Je veux dire, on peut pas tout être passionné de la Constitution. Puis même de notre histoire. Moi, avant de commencer à lire, tu sais, j'avais eu les cours d'histoire au secondaire, mais j'ai pas beaucoup repensé à
la conquête, le Haut-Canada, le Bas-Canada. Je me suis pas posé de questions là, depuis 20 ans là-dessus. Mais c'est pour ça que je me disais, ben tu sais, juste le rappeler un petit peu comment que ça s'est passé. Et puis de parler aussi quand ça m'aide beaucoup. En fait, les gens qui me donnent des commentaires négatifs, souvent, ça me donne des idées de vidéos, de parler de qui on est, de la fierté. Parce que si je reviens à mon histoire, là, moi, je suis née en Chine, dans un pays où ils ont dit, à partir de 1979, un enfant, la loi de l'enfant unique. Mais les petites filles, ça n'a pas de valeur. C'est pas eux qui vont ramener l'argent à la famille. On les abandonne. Pour ça que je suis ici. Puis d'avoir eu ma mère moi, ma mère, elle m'a adoptée toute seule. Puis on est au Québec. Je vis ici. J'avais toutes les possibilités devant moi. Je suis partie d'un pays qui voulait pas avoir de petites filles à un endroit où tout est possible pour les jeunes filles, les jeunes femmes. C'est de voir, justement, quand tu es ouvert sur le monde, puis comment ça se passe ailleurs. Je pense que quand on est ici, des fois, on est trop critique sur nous. On n'est pas capable de rien faire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques pour le Québec, mais on a fait des grandes choses. Puis ça, c'est bon d'en parler. Pourquoi qu'on est autant critique envers nous-mêmes puis le Québec, selon toi? Si tu as une réponse à ça, là, c'est une grande question que je me pose souvent. Moi aussi, je m'en pose souvent. Puis je pense que c'est peut-être ça découle de l'histoire, tu sais, je veux pas la colonisation. Mais moi, tu sais, j'ai pas ce trauma-là en moi. Tu sais, des fois, on parle des traumas générationnels. Peut-être même sans l'avoir vécu, les gens l'ont intégré. Ils l'ont tellement entendu longtemps qu'il était moins bon que les autres. C'est quelque chose qui revient aussi, tu sais, sans le Canada, on serait pas où on en est. Peut-être qu'on serait encore mieux sans le Canada, mais tu sais, ça, on le Puis on sait pas. arrive dans un système où on est minoritaire, fait qu'on l'intègre inconsciemment que, bon, ben si il y a 194 pays, on se dit pas ça en avant, là, mais quand même, si il y a plein de pays dans le monde que nous, on est une minorité à l'intérieur, puis qu'on a été conquis, puis qu'on l'a jamais fait, puis qu'on est encore, c'est ça, dans cette situation-là, puis ce système-là, ben peut-être que c'est parce qu'on n'est pas capable. Puis on s'arrête à ça, tu sais, on s'arrête à, si c'est pas déjà fait, c'est parce qu'on n'est pas capable de le faire. On est moins bon que les autres. Il y a Oui, peut-être un peu de ça. Des fois, je me dis. mais le fait de ne pas s'être posé la question depuis longtemps, parce qu'on parle beaucoup de la Révolution tranquille. Ils ont fait des grandes choses dans les années 60, 70, puis là, c'est comme si c'était une finalité. Ils ont fait des grandes choses dans le temps, puis là, on a cet héritage-là, mais c'est comme si on n'était pas capable de faire encore mieux. On a arrêté de penser qu'on pouvait continuer à évoluer. Pourtant, si c'est de la même manière souvent j'entends cette espèce de guerre générationnelle, là, qu'on va dire, c'est pas une guerre, là, c'est juste une critique générationnelle. Ça, les jeunes, ils ont tout eu, tout cuit dans le bec, tout facile, ils n'ont pas vécu la vie difficile Puis c'est vrai que c'était le plus difficile à une certaine époque. Mais les jeunes, ils vont avoir des défis aussi. Puis si on continue de leur dire tout le temps qu'ils sont paresseux, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, ben ils vont l'intégrer. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir de l'espoir aussi en la jeunesse. C'est nos enfants, ceux qu'on élève. Moi, je le vois vraiment d'une manière qu'on a des grands défis qui nous attendent pour l'avenir. Mais j'ai l'espoir que les jeunes vont être la solution. Parce que justement, ils voient la vie différemment. Moi, je porte beaucoup d'espoir en l'avenir, plutôt que de dire qu'on est condamné à avoir des services en décrépitude, puis qu'on peut rien faire, puis rien changer. Je suis profondément positive sur ça va être. Puis je dis pas que ça va être facile, là, vraiment. Puis
la discussion, c'est pas comme « Ah, l'indépendance va être une baguette magique. » On n'est pas parfait là, au Québec, ça c'est sûr. Il n'y en a pas des pays parfaits. Mais on peut faire définitivement mieux que ce qu'on a. Je pense qu'on est devant ce constat-là que le système fédéral a échoué. Et puis le fait qu'il y a des gens qui vont dire « Mais pourquoi pas juste réformer le Canada? » Ouais, tu réponds quoi à ça? Il y a Farnell Morisset qu'on a reçu là, qui disait ça justement. Il veut réformer, il veut essayer une dernière fois de réformer le Canada. Tu réponds quoi à ça? Si c'était réformable, le Canada, premièrement, je pense qu'on aurait réussi. Tu sais, moi, si je suis propriétaire de ma maison, que je veux peindre mon salon en bleu, mais que faut que je demande la permission du voisin, puis du voisin, puis en plus, ça me prend la permission du maire, de la municipalité, tout le monde. Tu sais, il y a certains aspects que probablement qu'on pourrait réformer. Mais on l'aurait fait. Puis pour ceux qui ont dit qu'on a dit non 2 fois, on n'a pas réussi à la réformer plus que 2 fois. Ouais, déjà 90, hein, l'accord du lac Meach, ça a échoué à dernière minute. Puis pour nous, c'était le minimum en plus. Ce qu'on avait eu comme concession, là, les 5 demandes, on était comme, oh, et, tu sais, si on a ça, c'est déjà bien, c'est un minimum. On est un peuple de compromis, très consensuel. On avait espoir, tu sais, on ne demandait pas la Lune de se faire reconnaître comme nation. Ça semble pas, ça semble pour nous être le minimum d'avoir les pouvoirs en immigration, etc. C'était juste une réparation de 1982, que déjà là, c'était une grande blessure. Ils nous ont enlevé beaucoup, puis après ça, ils ont signé sans nous. 90, 92, une nouvelle tentative. Là, à ce moment-là, il y a un référendum partout à travers le Canada, puis comme tu le disais, les Canadiens votent contre parce que ça donne trop au Québec, puis les Québécois votent contre parce que ça nous donne pas assez. Fait à un moment donné, pourquoi tout le temps essayer d'améliorer la compétence d'un autre peuple à nous gérer? Parce que c'est ça, au final, tu sais, on a le choix entre partir et avoir notre propre maison ou d'essayer d'améliorer le Canada à nous administrer. On n'est pas obligé de rester dans le Canada, là. C'est ça. Puis même si c'était le meilleur des systèmes, ça reste que c'est pas nous. On n'aura jamais 100% des pouvoirs. Puis dans la vie, comme tu le disais, tu veux pas passer ton temps à demander à tes voisins, puis à tes voisins, puis à tes voisins si tu peux faire ceci ou cela. Tu veux simplement pouvoir le faire sans demander la permission à tout le monde. Pourquoi qu'on voudrait rester là-dedans? Je comprends pas. Tu sais, de base, là, si on résume comme tu le fais, là, c'est ça. Pourquoi qu'on reste dans un système qu'il faut demander la permission aux autres pour faire des choses qui nous paraissent normales et essentielles ici? De la même manière que on envoie beaucoup d'argent à Ottawa, la moitié de nos impôts, là, c'est autour de 90 milliards par année. Là, ils nous en redonnent de l'argent, mais tu nous redonnes des miettes avec des conditions. Est-ce qu'on peut gérer le revenu qu'on a, nos impôts, nous-mêmes? C'est vraiment... Moi, je remarque, puis ça, Paul Saint-Pierre Plamondon en avait parlé à un moment donné. Les Québécois, on n'est pas intéressés à ce qui se passe à Ottawa. On traite déjà la politique fédérale comme si c'était un autre pays, au final. C'est carrément ça. On est plus intéressés par ce qui se passe aux États-Unis qu'au Canada. Mais notre argent, c'est les décisions qui se prennent avec la moitié de nos impôts pour quel service? Tu sais, moi, on est dans une période de la vie de l'histoire qui est difficile. Tu sais, les coûts explosent, l'inflation, tout ça. Tu sais, les gens n'arrivent pas, puis on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Ottawa. Nos services publics sont en décrépitude. Moi, j'avais entendu là, parler de l'état des écoles, mais jamais j'aurais imaginé que c'était aussi pire. Jusqu'à ce que tu sais, tant que tu l'as pas vécu, tu n'as pas été dans la situation. Quand ma fille est rentrée en maternelle, mais c'est pire que ce que je pensais. Ma fille, dans une école, il n'y a pas d'eau potable, pas d'air climatisé. Ça, c'était l'école du préscolaire. Puis elle s'en va dans la nouvelle école qui a été construite à côté pour le primaire, qui a été ouverte il y a 2 ans. Mais il y a déjà plus de place. Ils sont obligés de faire des classes doubles. Tu sais, ça, c'est des affaires que
t'en entends parler, mais que là, quand tu le vis, tu dis: «OK, mais on en paye beaucoup des impôts, puis on sait pas qu'on on pourrait le gérer». C'est sûr qu'il y a une question de gestion, de gouvernance, là, on est il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il va falloir qu'on ait un gouvernement qui a les valeurs à la bonne place parce que l'éducation, premièrement, la santé, c'est une de nos priorités. Tu sais, quand ils disent, OK, ça vient de me faire passer, comme les gens qui disent l'indépendance, c'est pas la vraie priorité. Tout ça, c'est juste, c'est tous les moyens que ça nous donne, les leviers pour gérer chaque aspect de nos vies. Quand c'est pas toi qui décides de comment tu gères le budget, puis que c'est ton voisin, ça se peut que ça soit pas efficient à 100%. C'est cet aspect-là, tu sais, juste dire que ça c'est pas un vrai enjeu, mais ça, c'est pas s'intéresser à la globalité de comment on est géré. Exact. Je pense que c'est bien résumé. On va pouvoir juger nos capacités à gérer nos domaines d'expertise, nos domaines, nos champs de compétences quand on aura tous nos leviers et tout notre budget aussi. Tu sais, on peut pas, c'est ça, on peut pas juger en fonction de ça. On n'a pas la moitié, on l'envoie à Ottawa. Euh, Il y en a beaucoup aussi qui disent que c'est pas le bon moment pour faire l'indépendance. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce qu'il y en aura un bon moment? Tu sais, les gens qui veulent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus que c'est pas le bon moment? Oui, la question de la géopolitique, c'est un vrai enjeu. Mais en même temps, pour moi, la peur de les États-Unis vont nous avaler, puis tout ça, tu sais, quand tu regardes, quand tu connais les relations entre les pays, moi, je vois pas un monde où un de nos plus grands partenaires décide de nous envahir. Ou, tu sais, la question aussi de s'ils voulaient vraiment nous envahir, est-ce que le Canada serait même capable de faire face aux États-Unis? On n'est pas... on Aucune a- chance. c'est ça. Fait Faut que, être clair là, avec les gens. Là. Si les États-Unis voulaient envahir le Canada ou le Québec, le Canada ne pourrait pas se protéger. On est un pays de 40 millions d'habitants face à un pays de 340 millions d'habitants. Quand les proportions pour l'armée, c'est la même chose. Là. Ça n'a aucun comparatif. Là. ben c'est ça. S'ils voulaient nous avaler, ils nous auraient déjà avalés. Tu sais, Exact. je dirais à un moment donné, puis en devenant un pays, justement, on ressent, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, là, avec... Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais si on devient un pays, ben là, ils vont encore plus pouvoir nous envahir parce que là, notre armée va faire dur, tu sais. Il y en a qui vont dire ça. Fait que ça, c'est la deuxième étape de dire, on va en avoir une armée. Puis c'est déjà prévu là, dans le budget, dans le livret bleu du Parti québécois. On va avoir le budget en conséquence de ce qu'on a actuellement. Tu sais, on n'aura pas une plus grosse armée. On va avoir une armée qui va être proportionnelle au Québec, qui va être comparable à ce que les forces armées canadiennes font au Québec. Après, si les États-Unis veulent nous envahir, ben, ils vont le faire, qu'on soit une province ou un pays. Il y aura pas, on ne peut pas se battre contre la plus grande armée du monde à l'heure actuelle. Il y a à peu près quoi les pays qui peuvent se défendre contre les États-Unis? Peut-être la Chine et évidemment la Russie. Ça ferait des guerres catastrophiques parce que c'est des grandes puissances. Le Québec, le Canada, ils ne pourront pas se défendre. Notre défense repose sur le fait qu'on est à côté des États-Unis. Oui, puis nos militaires québécois, tu sais, par rapport à toute l'armée canadienne, on a dans les plus compétents, les plus combatifs, je dirais, du pays. Tu sais, on n'est pas... moi, cet aspect-là, ça m'inquiète pas. C'est qu'on on est dans un monde aussi avec la mondialisation, ils vont pas. On va avoir des alliances, tu sais, les traités, des ententes, des partenariats commerciaux, économiques, de protection mutuelle, il va en avoir avec le Québec, puis d'autres pays aussi. En Europe, on a la France qui sont des alliés là, 66 historiquement. millions d'habitants. Fait qu'on on gagne bien plus à se rapprocher puis tisser des alliances avec la France, qui est un partenaire naturel et historique du Québec, que de rester dans un pays de 30 millions d'habitants si on enlève le Québec, là, tu sais.
On gagne bien plus en devenant un pays puis en se rapprochant. Parce que, tu sais, là, on n'a pas tous les leviers dans les relations internationales. Il y a des choses qui bloquent dans nos alliances avec la France parce qu'on n'a pas ces pouvoirs-là, tout simplement. Mais en devenant un pays, on va les avoir puis on va pouvoir se rapprocher de la France. On nomme la France, mais il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a toute l'Afrique francophone également. Le potentiel du point de vue des relations internationales, il est immense à ce niveau-là. Oui, totalement. Puis il y en a des pays, tu sais, je veux dire, il y en a des pays qui n'ont même pas d'armée, là. On parle de l'Islande. Puis comme, quand ça revient souvent, on est trop petit pour être un pays. Puis aussi, beaucoup l'idée, là, on ne peut pas avoir une monnaie. L'Islande, là, c'est un pays de 400 000 habitants. Ils ont moins d'habitants en Islande qu'en Outaouais. C'est pour te dire, ils ont leur monnaie. On questionne pas leur indépendance parce qu'ils sont pas beaucoup, puis on dit pas, mon Dieu, ça se peut pas que leur monnaie s'est pas écroulée, là. Ça, je veux dire, quand ils ont eu leur indépendance, ils existent, ils parlent de leur propre voix aux Nations Unies, on leur dit pas, vous êtes trop petits pour exister. C'est vrai, hein? Puis je pense que, tu sais, tantôt, on se demandait pourquoi qu'on n'est pas déjà un pays, puis pourquoi qu'on a ce complexe-là. Je pense que, comme Québécois, puis comme jeunes Québécois, on a tendance à vouloir se comparer dans le monde. Tu sais, ça serait quoi, justement, le Québec, un pays? Puis là, on se compare au Canada, qui est quand même un vaste territoire, sont plus nombreux, pas de beaucoup, là, tu sais, c'est 9 millions au Québec, eux 30 millions. Mais on se compare surtout avec les États-Unis qui sont juste à côté. Puis là, on se dit, OK, ça, c'est un pays, on fait pas le poids, tu sais, à côté des États-Unis en termes de population, d'économie, de poids dans le monde. Fait que j'ai l'impression que nous, de notre position géographique, quand on regarde le voisin, on se dit, hey, on sera jamais comme ça, puis on fait pas le poids. Mais tu parles de l'Islande, puis tous les pays en Europe. Monaco, c'est combien d'habitants? Le Vatican, c'est combien d'habitants? Saint-Martin, c'est combien d'habitants? C'est encore moins, c'est moins que Shawinigan, tu sais. C'est moins qu'une ville du Québec quand on y pense. Mais ces gens-là, ils se comparent à leurs voisins, puis c'est des petits pays, tu sais. Ils sont capables de tirer leur épingle du jeu. Ils sont habiles, tu sais, justement, là, le fait d'avoir un tellement gros territoire, ne serait-ce que pour la gestion, là, ce que la Banque centrale décide. Je pense que si tu avais reçu Gabriel Coulombe, il pourrait sûrement mieux l'expliquer que moi, là, mais ils l'ont dit, pendant la pandémie, ça aurait pris 10 banques centrales différentes pour avoir des mesures adaptées pour chaque province. Donc là, on a des institutions centralisées à Ottawa qui décident pour 10 réalités différentes. Comment on peut avoir la meilleure solution pour nous? Surtout quand Ottawa va souvent passer les intérêts du Québec après ceux des autres provinces. Ah oui, parce qu'on est minoritaire. Mais tu mentionnais l'Islande. Je pense que c'est intéressant comme Québécois de se demander pourquoi les Islandais font le choix de l'indépendance. Puis on va avoir nos réponses de pourquoi le Québec devrait devenir un pays. Tu sais, quand on y pense, pourquoi l'Islande fait le choix de devenir un pays puis de rester un pays dans ce contexte-là qui est si terrible à l'international. Parce qu'ils veulent décider pour eux-mêmes, probablement. Hein? Moi, je me dis, pourquoi les Québécois ne pourraient pas décider pour eux-mêmes de leurs priorités? On est différents, les Canadiens, on n'a pas la même vision de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut réaliser, être un... Puis c'est correct, là, eux, là, ils ont décidé d'être un État pétrolier en Alberta et c'est leur ressource, ils veulent l'exploiter. Tant mieux pour eux, mais pourquoi les Québécois devraient contribuer à ça quand on n'a pas d'investissements qui se font dans notre province, à nous, dans nos industries, puis qu'on peut pas... Tu sais, je me dis, moi, peut-être que plus tard, on aura ce débat-là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources naturelles à nous? Mais on les exploite pour qui? Puis à quelles conditions? Est-ce que c'est le Québec qui décide ou c'est Ottawa qui décide pour nous? C'est la question qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on veut décider notre avenir? Ou on veut laisser le voisin décider pour nous? Qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas la même vision du monde que nous. Moi, le fait d'être à Gatineau, justement, on a beaucoup d'amis ontariens. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important de nommer. Là. C'est pas une guerre contre le Canada, l'indépendance. C'est juste de dire, on est deux peuples différents. Pourquoi il y en aurait un qui aurait le contrôle de l'autre? Moi,
les Ontariens. J'ai des amis qui viennent d'Alberta, puis tout ça, je leur parlais, là, justement, en fin de semaine. Je parlais avec une de mes amies, elle me dit, puis c'est les anglophones qui viennent d'Alberta, puis tout ça, puis là, j'explique un peu la loi sur la laïcité. Fait que là, secularism, puis elle me dit, « Ah, mais j'ai entendu ce mot-là, mais je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. » Puis quand j'ai expliqué, tu sais, puis ils m'ont dit, « Ah, mais vous êtes chanceux au Québec d'avoir ces conversations-là. » Ça, c'est une vision qu'eux, ils sont fait dire, c'est comme ça. Puis nous, vu qu'on veut protéger notre manière de vivre, puis notre vivre ensemble, puis on a une langue qui est fragile. On n'est pas beaucoup, on est 8 millions à parler français dans une mer de 400 millions en Amérique du Nord. On a décidé de le protéger, puis notre culture aussi, ça fait qu'on a plus... On est plus vigilant par rapport à ça. Tu sais, les gens qu'on accueille, on veut les intégrer, on veut vivre ensemble. Mais eux, ça leur amène des problèmes aussi, des tensions. Mais ils n'ont pas ces conversations-là. Mhm. C'est super important. Je me demandais aussi en préparant l'entrevue, parce que là, je faisais le constat, bon, les sondages, ça fluctue, mais peut-être pas autant qu'on voudrait, l'appui pour le oui. Ça va venir, je suis confiant quand même. Là, il y a une question de temps puis de conjecture et tout ça, mais tu sais, toi, tu fais du contenu, il y a le livre bleu, il y a le livre qui fait dire oui, il y a des balados comme Génération Oui, il y a des organisations sur le terrain, la Société Saint-Jean-Baptiste, les Oui Québec, le mouvement étudiant indépendantiste. Qu'est-ce qui manquerait au mouvement indépendantiste? Est-ce qu'il manque quelque chose au mouvement indépendantiste pour les prochaines années, selon toi? Je pense que ça va venir avec... tu sais, quand on va être devant le principal, ça va être l'élection. Mais au moment où il y aura une campagne référendaire, puis les gens vont être obligés de se poser la question, on n'aura pas le choix de s'intéresser avant d'aller passer au vote. Parce que sinon, peut-être qu'il faut juste pas avoir peur d'en parler aussi avec les gens qu'on connaît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte-là de ça va causer de la chicane. Mais pourquoi? Avoir une conversation, c'est correct, on n'est pas d'accord, mais on peut se parler. Ça, c'est le pire. Le pire scénario qu'on a, c'est des gens qui se parlent plus. Il n'y a pas de débat. C'est le débat en société, c'est la démocratie, c'est ça. Fait que je dirais, oser en parler. Tu sais, moi, c'est pour ça, c'est 100% pour ça que j'ai décidé de faire la page de la Souverainista. J'ai eu le goût qu'on en parle. Avoir une discussion honnête, pas juste faire peur aux gens. Ouais. Je posais la question parce que tu sais, je fais Génération Oui, c'est à peu près au moins 40 heures semaine bénévole. Oui. Puis à tous les jours, je me lève chaque matin puis je me dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'indépendance? Puis je me couche aussi à me dire, OK, qu'est-ce que demain je vais faire? Fait que des fois, je me demande qu'est-ce qui manque dans le mouvement indépendantiste, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais je pense que c'est vrai qu'il y a une responsabilité aussi de tous et chacun d'en parler autour de nous. Puis c'est le fun, ça l'amène quand même des bonnes discussions, puis ça peut rester léger quand même. Mais oui, de poser des questions, c'est pas avoir un, un débat qui est... tu sais, je sais qu'ils aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, débattre. Mais être curieux du sujet, lire, écouter, justement. Écouter Génération, oui, intéressez-vous. Des fois, peut-être juste en parler. Moi, j'aime On ça, pourrait mettre poser la question. Génération Oui à Radio-Canada. Ça, s'ils Ça serait pas voulaient, pire. ça serait super bien. Mais des fois, tu sais, parce que justement, si tu es dans un environnement où personne n'en parle, tu n'auras pas nécessairement la curiosité. Fait que si tu tombes sur cet épisode-là, puis là, tu dis, ah, ben, mon ami, tu pourrais peut-être écouter ça, c'est intéressant. Tu sais, je dirais partager. Si tu tombes sur un sujet qui t'intéresse, comme l'indépendance, parce que là, le débat revient d'une manière ou d'une autre. Là, on a cette conversation-là aujourd'hui. Elle va revenir. Fait que partageons la conversation, les informations, défaisons les mythes.
Je sais qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui ont le goût de s'impliquer comme toi puis moi on le fait, tu sais, de Oui, faire du contenu, mais qu'ils hésitent, on le disait tantôt, ça demande quand même du courage puis de mettre, parfois, c'est ça, nos critiques de côté puis de se laisser aller. Qu'est-ce que tu leur dirais pour, les encourager, ces personnes-là? n'hésitez pas. Quand tu as une vraie conviction, tu peux juste tirer du positif de t'impliquer, hein. En politique, là, peu importe la cause aussi, tu sais, euh, rencontrer ça va te faire rencontrer des gens, être ouvert à justement discuter de tous les enjeux avec le monde. Puis même si tu hésites parce que tu as peur de si tu veux créer du contenu, puis tu hésites parce que tu as peur d'avoir des commentaires négatifs, je pense que tu vas en retirer plus de positif. Je Pleinement d'accord avec ça. ouais. Ouais, ouais, ça l'apporte beaucoup de positif, puis si on a justement cette flamme-là qui brûle en nous, puis l'envie de s'impliquer, ça va être positif, après ça, c'est pas tout le monde qui est obligé de faire ça, là, on le Non, sait. ça c'est sûr. Si ça vous tente pas non plus, faites-le pas, mais puis il y a d'autres façons de s'impliquer, juste d'en parler autour de soi, comme tu le disais. Oui, moi je voudrais que les gens soient pas gênés de dire qu'ils sont souverainistes. C'est pas gênant, c'est une conviction politique. Tu sais, Absolument. Puis même quand on est gêné, c'est con à dire, mais on peut juste s'afficher comme, tu sais, moi j'ai un chandail pour le oui. T'es pas obligé d'aller voir tout le monde puis dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux-tu que le Québec... Juste le porter, ça va amener des gens à dire, ah, t'es indépendantiste. Puis là, ça amène la discussion. Tu voulais aussi qu'on parle de l'Outaouais, parce que tu habites en Outaouais. Pourquoi c'est important pour toi, justement, de parler de cette région-là avec des enjeux particuliers? oui, c'est ma région qui s- j'allais dire qui souffre d'une dépendance. Tu sais, souvent, il y a on va utiliser l'appellation la région de Ottawa-Gatineau. Ça n'existe pas, Ottawa-Gatineau, c'est l'Outaouais. Moi, je trouve que c'est relayé Gatineau à la banlieue d'Ottawa. On est en Outaouais, on est des Québécois aussi, tu sais, puis ça, historiquement, l'Outaouais a été mis de côté d'une manière chroniquement sous-financée dans plusieurs aspects, tu sais, en santé. Tout ça. Le fait d'être collé sur l'Ontario a fait aussi que le marché immobilier était plus accessible au Québec. Il y a beaucoup d'Ontariens qui sont déménagés du côté du Québec dans les dernières années. Puis moi, comme je vous disais, ma fille m'a ouvert les yeux sur cet aspect-là, que c'est très fortement en train de s'angliciser. Il y a le vieux hall qui est en théorie le centre-ville de Gatineau. C'est 52,1% des gens qui parlent français à la maison. Ça, ça veut dire que c'est la moitié des gens qui sont des anglophones. Moi, je le vois au quotidien quand je vais porter ma fille. Les parents, ça se parle en anglais dans le cours d'école. Ça m'interpelle parce que c'est qu'ils sentent pas qu'ils ont le besoin d'apprendre le français parce qu'on change trop facilement à l'anglais. Puis moi, je pense aussi le fait que je suis chinoise. Là, des francophones vont m'aborder en anglais. Si je suis à la caisse, à l'épicerie, quelqu'un va me parler, puis après ça, il va parler en français à la caissière. J'aurais pu me parler en français d'abord. Tu sais, c'est d'avoir cette vigilance-là, de ne pas oublier qui qu'on est en premier. Oui, puis c'est justement le fait qu'on veut tellement être poli puis agréable envers notre prochain qu'on va tout de suite vouloir l'aider. Oh, il parle pas français, je vais parler en anglais. Mais moi, je veux pas qu'on perde qu'est-ce qu'on a, qui qu'on est. Puis par rapport à ça, tu sais, moi, je côtoie beaucoup les militants de la région. Autant les gens de Oui-Québec en Outaouais, les jeunes militants du Parti québécois. Puis il y a beaucoup de Franco-Ontariens. Les Franco-Ontariens. Puis c'est un aspect important parce qu'il y a des gens qui disent que le Canada protège le français. Quand je te dis qu'il y a des Franco-Ontariens qui viennent militer pour l'indépendance du Québec, c'est parce qu'eux sont en train de voir leur culture disparaître. Pour l'Ontario, là, je vais te faire un petit
topo, là, ça représentait, pour les francophones, ça représentait 0,3% du budget. Mais Doug Ford, il a réussi à faire des coupures là-dedans. Il était supposé d'avoir une université francophone en Ontario où, enfin, les francophones auraient pu étudier, puis, tu sais, Dans leur langue. dans leur langue. Il a annulé la construction de cette université-là. Ils n'ont pas tous les programmes. Fait que là, il y en a beaucoup qui sont en train de venir au Québec. Puis là, ils militent parce qu'ils veulent que le Québec soit comme une terre d'accueil pour les francophones, notre pays francophone en Amérique du Nord. Parce que veut pas, il y en avait un jeune qui me disait les Franco-Ontariens, majoritairement, ils parlent anglais, sont bilingues, tu sais, sont en Ontario. Mais tranquillement, ils sont en train de dire que c'est pas important le français parce qu'ils l'utilisent pas. Partout, les services sont en anglais, ils ne voient plus l'utilité de l'avoir. Fait que c'est important qu'on ait cette réflexion-là aussi, parce que je l'ai entendu chez des jeunes. Un de mes premières vidéos que j'avais fait, c'était quand un Québécois dit « Je m'en fous que le français disparaisse ». Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que je l'ai entendu. Notre langue, c'est la culture, c'est comme un cœur appartient à un corps, là. Ça va ensemble. C'est notre manière de voir le monde, c'est une manière unique de vivre. Fait que c'est pour ça que l'Outaouais, c'est un gros enjeu, la francisation, pas la francisation, la protection de la langue. C'est juste la ville de Gatineau. Moi, c'est un petit fait cocasse, là. La mairesse, elle a enlevé les mots en français sur le logo. Elle a enlevé ville de Gatineau. Elle a juste laissé Gatineau sur le logo, mais tu sais pourquoi? Autant pour tout l'affichage des commerces, tout ça, même pour la ville. C'est des questions que je me pose. Les décisions qu'on prend, chaque décision va avoir un petit impact à quelque part. Fait que c'est ça. Pour l'Outaouais, on a des gros enjeux parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui dépendent du gouvernement fédéral. Fait que c'est sûr que ça va être une région qui est difficile à convaincre. Ouais. Mais juste avant de parler de ça, c'est important ce que tu dis sur la langue. Parce que, Colin, c'est tellement révélateur de ce qui nous attend. Moi, je le constate, j'habite plus, je viens de Shawinigan. La plupart de mes amis, de ma famille, évidemment, habitent encore là. Puis ils me le disent, moi, des choses que j'avais jamais vues quand j'habitais là. Je suis parti en 2021, fait que quand j'avais 21 ans, des gens qui, effectivement, se parlent juste en anglais ou dans d'autres langues, dans des lieux publics. J'avais jamais vu ça à Shawinigan, tu sais, on s'y attend à Montréal, puis c'est correct que les gens aient d'autres langues, puis c'est pas ça l'enjeu, c'est que à un moment donné, si ces langues-là deviennent, tu sais, comme l'anglais, si l'anglais devient à égalité avec le français comme à Gatineau, ben les gens vont se dire, ben ça sert à quoi au final de parler français? Puis c'est là que ça commence à encore plus basculer, puis à un point où il n'y aura plus à un certain niveau un point de retour. Tu sais, on ne pourra pas retourner en arrière quand ce processus-là va être trop entamé. Fait que c'est important de rester vigilant. Là. On va pas retourner au français quand ça sera rendu 100% anglophone au Québec. Là, il va falloir agir bien avant ça. Là. Il faut voir les signaux, comme tu le dis. Ça, c'est des signaux qu'on voit en Outaouais. Là. Oui. C'est assez révélateur de ce qui attend le reste du Québec. Là. L'exemple parfait de ça, c'est en Irlande. Le gaélique, ils l'ont laissé tomber parce que c'était plus pratique de parler en anglais. Puis là, le gouvernement dépense des millions pour essayer de ramener la langue. Mais, tu sais, une fois que les gens le parlent plus, si tu as sauté, tu as une génération qui a arrêté de le parler, ça reviendra pas. Il va falloir mettre beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour le ramener que juste le maintenir. Là. Soyons vigilants là-dessus. Autant, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent le français en disant, surtout les réseaux sociaux, à voir comment les gens écrivent, tu sais, on fait des fautes d'orthographe. Mais il y a des gens qui font des fautes d'orthographe, il y en a dans toutes les langues. On peut pas critiquer. Ça, c'est deux choses différentes. Là. Oui, la qualité du français, on peut faire attention aussi.
Mais on peut pas juste dire on le laisse tomber parce qu'on fait trop de fautes, c'est trop compliqué. Ouais. Puis comme qu'on le disait aussi, puis après ça, on passera à comment convaincre les gens de l'Outaouais, mais comme on le disait aussi avec Étienne Drapeau, il y a des avantages même économiques à garder le français parce que c'est ça qui fait notre différence dans le monde. On est en Amérique du Nord, on est une place francophone, il y a plein de touristes qui ont envie de venir voir de quoi qui va être différent que Toronto puis New York. Si on devient une pâle copie de Toronto puis de New York à Montréal, par exemple, on perd un attrait, tu sais, touristique important pour les touristes. Fait que juste à ce niveau-là, tu sais, on perd aussi. Il y a quelque chose qu'on perd. Il y a nous, on perd là-dedans, mais même pour le monde, cette richesse-là, elle est importante, puis c'est ça qui nous différencie. Puis on peut tisser des liens justement avec des partenaires francophones. L'Afrique francophone, comme on le disait tantôt, la France, la Suisse, la Belgique, etc. C'est des opportunités d'affaires aussi importantes. Fait qu'il ne faut pas penser que non, tu sais, oui, c'est important l'anglais, puis oui, c'est important de l'apprendre, mais il ne faut pas se dénaturer pour ça. Il ne faut pas oublier qui on est. Oui. Puis quand tu parles là, tu sais, de se perdre nous-mêmes aussi par rapport à ça, tu sais, comme moi, là, je vais te dire comment. Puis j'ai des amis qui sont des anglophones aussi, puis ils me disent la culture. Puis je pense que l'autre fois, j'ai vu, tu l'as lu, le Code Québec, je Oui, pense. oui, oui. Au Québec, notre priorité, c'est être heureux. Qui arrive 10e pour le reste du Canada. On a une joie de vivre, une manière de voir la vie. Moi, c'est ça. Puis je l'ai en moi, là. Puis c'est pour ça que je me dis, quand les gens disent « je suis pas québécoise », moi, j'ai le Québec tatoué sur le cœur, puis j'ai la manière de vivre des Québécois. La joie de vivre des Québécois, je l'ai. L'humour des Québécois. Oui, puis l'amour de mon prochain, ne serait-ce d'être juste quand on se dit qu'on n'est pas accueillant, moi, je le vois pas comme ça, c'est pas vrai. On les aime, les gens, on est curieux quand ils viennent d'ailleurs, on leur pose des questions, on est intéressé, on est ouvert. Il faut pas perdre ça. Absolument. J'annonce tout le temps nos épisodes d'avance sur nos médias sociaux, puis je demande aux gens s'ils ont des questions, notamment sur Facebook et Instagram. Puis l'une des questions qui est revenue, c'est comment qu'on peut rallier les gens de Gatineau, de l'Outaouais à l'indépendance du Québec? Ça, c'est la question qui tue parce que ce ne sera pas facile. Je pense qu'il faut trouver une manière avec les chiffres là, que j'ai pas encore, ça va venir, mais le sous-financement chronique de l'Outaouais qui est dû au fait que les gens aussi ils vont aller se faire soigner en Ontario. C'est 100 millions de dollars par année qu'on envoie en Ontario parce que les gens vont aller se faire soigner de l'autre côté. Moi, là, juste un exemple, mon fils, quand il avait 3 semaines, il faisait de la fièvre. Fait que, quand un bébé en bas de 3 mois, à l'urgence tout de suite quand il fait de la fièvre. J'arrive à l'hôpital le plus près de chez moi, qui est en Outaouais. L'infirmier au triage me dit « Madame, on est dans un hôpital de brousse ici, allez au CHIO à Ottawa. » OK. Fait que ça, moi, mes bras m'ont tombé. Je suis dans un hôpital de brousse en Outaouais, il faut que j'aille à Ottawa pour faire soigner mon bébé. OK, je pars, c'est 1 heure de route. Puis oui, moi, je suis bilingue, mais quand j'ai un professionnel de la santé qui ne peut pas m'offrir des services en français, on a un problème, là. Il y a des gens peut-être qui ne parlent pas en anglais, puis oui, il y en avait certains qui étaient bilingues, mais mon fils a été hospitalisé pendant 3 semaines. Non, j'exagère. 10 jours. Mais j'étais en contact avec des gens qui ne parlaient pas français, qui donnent des soins à mon bébé. Tu sais, des fois, le vocabulaire médical, je ne suis pas habituée. Ça, c'est pas normal qu'on ait des gens dans la province qui doivent aller se faire soigner de l'autre côté de la rivière puis qui ne pourraient pas avoir des services en français. Moi, je pense que on doit briser cette dépendance-là. À un moment donné, en devenant un pays, Gatineau pourrait se défaire d'espèce de statut de banlieue puis devenir justement une ville frontalière. Tu deviens une porte sur le monde. C'est sûr qu'il va y avoir, des changements pour la région.
Mais il faut défaire les peurs de ça va nous prendre le passeport aussi pour traverser. Tu sais, je veux dire, la libre circulation, ça existe. Les pays européens pourraient nous en parler. Ils sortent pas leur passeport à chaque fois qu'ils traversent la frontière. Puis il y a aussi d'expliquer que les gens qui travaillent pour le fédéral, c'est pas demain matin, ils vont perdre leur emploi, puis c'est fini. Là. Les postes qui seront pas coupés, mais les gens vont pouvoir continuer d'aller travailler. C'est pas écrit nulle part que c'est la fin de leur emploi. Tu sais, c'est ça. Il y a un grand travail d'expliquer le processus de transition. Le livre bleu est là. Moi, je vais être là aussi pour l'expliquer. Puis les Quel gens... rôle, justement, ouais. t'aimerais si on semble potentiellement se diriger vers un référendum? Quel rôle que t'aimerais jouer dans ce référendum-là? Je sais pas encore. Si je continue ma page, tu sais, c'est sûr que je vais... Moi, il faut que je décortique chaque paragraphe du livre bleu pour... Tu sais, ne serait-ce que le vulgariser aussi. Il y a des gens qui vont lire... C'est long, là, un texte. Pas tout le monde qui sont aussi intéressés. Moi, si je peux prendre 524 vidéos pour expliquer chaque page, je vais le faire. Ça serait ma contribution d'expliquer aux gens, défaire les mythes. Je vais continuer. Puis là, mon rôle va être... je sais pas encore qu'est-ce que la vie me réserve là, par rapport à ça. C'est ça, tu es un peu comme... c'est ça, tu veux vulgariser comme tu le fais en ce moment, puis j'imagine dans un référendum, tu sais, je sais pas si on réalise à quel point ça va être exaltant. Là. C'est comme une Saint-Jean pendant 30 jours. Là. C'est littéralement le niveau d'intérêt puis le niveau d'émotion, d'implication des gens, ça va être phénoménal. Là. Moi, j'attends ça avec impatience. Je rêve de parler de pays, moi, de parler de pays tous les Se jours, à parler de tout le payer monde. tous les jours. Oui. Une des questions aussi du public qui est revenue, c'est est-ce que tu aimerais ça te présenter aux élections, j'allais dire faire de la politique, mais on en fait de la politique aujourd'hui, t'en fais avec tes vidéos, j'en fais. Fait que est-ce que tu aimerais ça te présenter aux élections un jour? Bonne question, qui est revenue souvent. Puis, tu sais, je peux pas rien annoncer, mais je peux dire qu'il y a des conversations, j'ai des conversations sur une potentielle candidature pour le Parti québécois. Fait que ça t'intéresse au point de peut-être pour ces élections-ci? Oui, pour octobre 2026. Ça me passionne, puis l'avenir de mes enfants. Puis autant, c'est un saut dans le vide parce que c'est de l'inconnu. Puis c'est un sacrifice parce que c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Autant créer le contenu, autant se lancer dans une campagne électorale. Mais le projet de société qui est devant nous, je pense que pour moi, c'est un sacrifice que je suis prête à faire parce que j'ai tellement la conviction qu'on peut améliorer les choses. Moi, ce que je veux laisser à mes enfants, c'est pas le même débat dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Tu sais, je suis prête, là. Je suis prête à aller au front pour le projet d'indépendance. Ben, je salue ça, puis sache que j'ai la conviction que tu le fais déjà avec tout ce que tu fais. Je pense que les gens vont être étonnés de voir tout le travail que tu mets derrière. C'est impressionnant. Je t'en remercie. C'est le fun de voir ce que tu fais. Merci Marc-Antoine de m'avoir invité. Ben, c'est la moindre des choses. Je pense que les gens vont être très contents de cet épisode-là. On pourrait passer à la partie ça, puis on va évidemment, par rapport à ce que tu disais, suivre s'il y a des annonces ou quoi que ce soit. J'ai très hâte de voir la suite. Fait que passons à la partie ça, ça te convient? OK, oui. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt avec les enfants. Pas le choix, hein? Oui. René Lévesque ou Jacques Parizeau? J'adore les deux, mais Jacques Parizeau, un peu mal aimé, moi j'ai le goût de le choisir pour ça, parce qu'il a fait tellement de grandes choses, puis c'est malheureux, on a retenu seulement des paroles qui sont interprétées négativement, mais moi je
Jacques Parizeau, je vais Il a fait dire. tellement pour le Québec. Oui, Je suis pleinement d'accord avec ta réponse. Parti québécois ou Québec solidaire? Parti québécois. TikTok ou Instagram? Instagram. Les colocs ou les cowboys fringants? Ah. C'est quoi c'est que les colocs, ça me ramène plus à ma jeunesse. J'écoutais plus, puis les cowboys fringants, plus ma jeune vie d'adulte. Je vais dire les cowboys fringants. Oui. Claude Pelgag ou Lou Adriane Cassidy? Lou Adriane Cassidy. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Indépendant, gouvernement de droite. Moi, comme ça, ce débat-là, je le dis souvent, là, c'est que quand on aura l'indépendance, on se chicanera en famille, on décidera ce qu'on veut. J'espère que les gens vont être capables de voir par-delà la gauche ou la droite. 90% des invités que je reçois, ils disent exactement ça, même si c'est peut-être même plus que 90. Puis ça montre justement autant à la gauche qu'à la droite qu'on n'est pas dogmatique. On veut juste donner la liberté au peuple. C'est ça que ça illustre ta réponse. Puis la dernière question, convergence des indépendantistes ou division assumée? Convergence des indépendantistes, ça nous prend tout le monde pour faire un pays. Va falloir travailler ensemble. On n'aura pas le choix au bout de la ligne. Il va y en avoir du travail à faire. Là. C'est pas que ça va être facile, mais c'est tellement un beau projet. Fait Il y a beaucoup d'indépendantistes, évidemment, qui nous écoutent, mais beaucoup d'indécis et de fédéralistes aussi. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire en terminant cet épisode-là? J'aimerais leur dire de pas baser la décision sur nécessairement sur des opinions des autres. Soyez curieux, intéressez-vous, lisez, écoutez, parlez-en, mais c'est pas parce que ton voisin te dit que ça va être la fin du monde, l'indépendance, que c'est ça, puis c'est pas parce qu'un indépendantiste te dit que ça va être... Tu sais, il faut avoir un esprit critique quand on a ces conversations-là. Puis, d'une manière ou d'une autre, moi, je pense... Il y a des gens qui vont dire ça va être pareil, l'indépendance ou pas. Si c'est juste au niveau économique, là, ça va te coûter aussi cher. Moi, je parlais de ça, là. C'est que, mettons, quand j'ai acheté ma maison, quand j'ai eu mes enfants, est-ce que je me suis dit ça va coûter moins cher ou ça va coûter plus... Je me suis pas dit ça va... Je voulais fonder quelque chose, je voulais fonder ma famille. Le projet d'indépendance, il y a énormément d'arguments économiques pour. Mais il y a aussi l'argument de enfin créer quelque chose qui nous ressemble. Quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui est nous, finalement. Oui, 100%. Très bien apporté. C'est où qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Mais ma page s'appelle La Souverainista. Sur Instagram, TikTok, Facebook. Pour l'instant, c'est ça. J'ai pas le temps de faire plus que ça. C'est déjà immense. Ben, j'invite les gens à te suivre puis de t'encourager là-dedans. Je pense qu'au final, c'est comme ça aussi qu'on va répandre les idées indépendantistes, de pouvoir susciter la curiosité des gens puis d'ouvrir le dialogue. Je pense que c'est important. Fait que de s'abonner, d'aimer, commenter, partager. Puis j'invite les gens aussi, si vous avez aimé cette conversation-là, aidez-nous. Il y a des élections qui s'en viennent. On veut évidemment faire partie puis ouvrir le dialogue. Donc, aimez, commentez, partagez la vidéo. Je le dis tout le temps, on est de plus en plus. On a dépassé les 6 000 abonnés. C'est formidable sur YouTube. On est à plus de 22 000 au moment qu'on enregistre sur Facebook. Donc, ça va très bien. On ne lâche pas, on ouvre le dialogue. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois.